Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Les 7 soldats sénégalais pris en otage par le MFDC retrouvent la liberté. La DIRPA annonce qu'ils sont dans un bon état physique général. Les armées se disent plus que jamais déterminées à participer aux initiatives régionales de maintien de la paix. La journée mondiale du cancer de l'enfant célébrée ce 15 février. Dans ce 20h, nous nous attarderons sur ce tueur silencieux. Au centre pédiatrie de l'hôpital Aristide Le Dantec, 250 nouveaux cas sont détectés à chaque année. Ce 14 février, c'est l'amour qui est célébré partout dans le monde. Le Sénégal n'est pas en reste. Le contexte économique difficile pour certains n'est pas tout de même propice à la fête. Reportage à suivre dans ce 20h. Et puis la polémique après la victoire autour des primes spéciales attribuées à la délégation sénégalaise après le sacre à Yaoundé. Le Diamono de Fatick veut saisir la FIFA parce que son président n'en bénéficie pas. Amadou Kane, 4e vice-président à la FSF, dénonce ce qu'il qualifie d'attaque contre la Fédération sénégalaise de football. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. La DIRPA annonce la libération des 7 soldats sénégalais retenus en otage par le MFDC. Les armées, dans un communiqué qui nous est parvenu, restent donc plus que jamais déterminées à préserver l'intégrité du sanctuaire national, à poursuivre la lutte contre les trafics illicites et à participer aux initiatives régionales de maintien de la paix. Donc la médiation de la communauté San Edido a finalement porté ses fruits. Salif Sadio a lâché du lest avec un acte symbolique, lui qui disait pour rappel qu'il voulait accélérer les discussions autour de la paix en Casamance. On voit cela dans ce récit signé Ibrahima Kane. Les 7 militaires retrouvent les siens. Capturés le 24 janvier dernier au cours d'un accrochage, ils ont été libérés ce lundi par le MFDC lors d'une cérémonie empreinte de sobriété en l'absence de Salif Sadio, chef du MFDC. La remise des prisonniers de la mission ouest-africaine en Gambie s'est déroulée en milieu rural, près la frontière avec le Sénégal. Un représentant de la CEDEAO, 2 membres du CICR, mais également un responsable de la communauté San Edido, ayant fait office de médiateur dans la libération des prisonniers, ont assisté à la cérémonie. Des personnalités qui d'ailleurs n'ont pas manqué de remercier Salif Sadio pour son geste. Un geste qui vient clairement confirmer la volonté affichée par le chef rebelle ces derniers temps. Pour rappel, il y a juste une semaine, Salif Sadio déclarait sur les antennes de RFI vouloir accélérer les discussions autour de la paix en Casamance. Aujourd'hui, en libérant les 7 otages, Salif Sadio ne pose-t-il pas les jalons d'une ouverture sincère en vue d'un règlement définitif du conflit en Casamance? Aux autorités d'apprécier, mais la Casamance, elle, ne réclame que la paix. Merci à vous, Ibrahim Kane. Nous sommes en ligne avec Robert Sagna, membre du GRPC, le groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Monsieur Sagna, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre première réaction d'abord après la libération de ces 7 soldats sénégalais? Écoutez, un grand soulagement, on s'en félicite, on s'en réjouit du bon déroulement de cette affaire et tout le monde se réjouit de voir que les soldats ont été libérés. Allô? Oui, c'est ça qu'on entend. Voilà, et le GRPC a-t-il joué un rôle dans cette médiation? Oui, nous avions nous-mêmes pris part à cette tentative auprès de Salif Sadio, une délégation que nous avions envoyée là-bas pour discuter et voir avec lui comment il pourrait effectivement libérer sans condition. Nous avons également publié un communiqué. Mais Salif nous avait répondu qu'il n'avait pas affaire à l'armée sénégalaise et qu'il n'avait plutôt pas affaire à l'armée de la CEDEAO.
et que par conséquent, il allait libérer les prisonniers d'un moment à l'autre. Voilà. Quels sont les... De ne pas nous inquiéter, sans condition, il allait prendre des dispositions pour les libérer. Voilà, M. Sagna, une toute dernière question avant de vous libérer, puisque la ligne n'est pas des meilleures. Quelles sont les perspectives qui s'annoncent après cet épisode dont les négociations pour un retour définitif de la paix en Casamance? Écoutez, il faut faire une chose. Le MFDC est dans le maquis pour l'indépendance de la Casamance. Les circonstances dans lesquelles l'incident s'est passé n'ont rien à voir avec cet objectif. Il s'agit là d'une traque de personnes qui faisaient du trafic du bois. C'est une question qui n'a rien à voir avec la recherche de l'indépendance de Casamance. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, le processus de paix se poursuit. Et je pense que jusqu'à présent, le MFDC, qui a décidé de baisser les armes, a respecté ses engagements. Mais un phénomène nouveau aujourd'hui, et qui est grave, c'est le trafic du bois. Voilà. Ce trafic du bois, je pense qu'il y a une stratégie qui doit s'y adapter pour que tous les moyens soient mis à la disposition de ceux qui interviennent pour vraiment arriver à bout de ce fléau. Du côté, c'est un véritable fléau. Ça n'a rien à voir voilà, avec merci. L'indépendance de la Casamance. Voilà, merci Monsieur Sagna, et puis toutes nos excuses pour la qualité de cette liaison téléphonique. Et la Croix-Rouge se réjouit de cette issue heureuse et la facilité plutôt le transfert de ces militaires vers Banjul il y a quelques jours, et a assuré les soins médicaux de ces soldats en leur permettant aussi d'échanger avec leurs proches à partir de leur lieu de détention. Là-dessus, nous écoutons les explications de Christiane Mounet-Zéro, chef adjoint de la délégation régionale du CICR Sénégal, dans cet entretien avec Bakary Conté. Notre rôle concrètement aujourd'hui a été de faciliter le transfert logistique de ces 7 militaires du lieu où ils ont été libérés vers leur autorité d'origine, à savoir les Comiques, donc en présence de toutes les autorités concernées, les autorités gambiennes et bien entendu les représentants de la communauté de Santé-Givion qui ont facilité ces échanges en vue de cette libération entre les parties. Pour ce qui nous concerne concrètement, notre principale préoccupation a été d'arriver à une solution bénéfique aux différentes parties afin que ces personnes puissent retrouver rapidement leur famille. Donc, bien entendu, le CICR se réjouit des efforts conjugués de la CEDEAO, des autorités gambiennes, de la communauté de Santé-Givion qui ont abouti donc à cette libération. Bien avant la journée d'aujourd'hui, il y a quelques jours, donc le CICR avait pu rendre visite à ces 7 militaires pour vérifier les conditions de détention et avait partagé ses observations avec la partie concernée, comme cela se fait selon nos modalités de travail, de manière confidentielle. Nous avions pu également, avec l'aide de la Croix-Rouge gambienne, apporter une aide médicale, c'est-à-dire apporter des soins aux personnes parmi les 7 qui en avaient besoin à ce moment-là, et aussi faciliter la communication avec leurs familles pour ceux qui le désiraient à ce moment-là. Et enfin, aujourd'hui, nous avons également donné l'opportunité à tous les 7 de pouvoir communiquer par téléphone avec leurs familles. Nous nous réjouissons en tout cas de l'issue heureux qui a été obtenu aujourd'hui. Autre aspect de l'actualité à présent, avec la crise scolaire, avec l'échec des négociations de ce samedi entre gouvernement et syndicats d'enseignants. Ces derniers jugent que l'État n'est pas transparent dans cette affaire. Les parents d'élèves, de leur côté, saluent l'initiative, malgré leur inquiétude. Un sujet signé Pape Faragny et Pape Sangonembaï. C'est toujours les statu quo entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, malgré une proposition de 69 milliards pour solutionner les doléances. Les enseignants déplorent ce qu'ils qualifient de mauvaise foi de la part de l'État et dénoncent une manipulation de l'opinion. Cette proposition de l'État n'est pas une proposition adéquate à ce qu'on demande. Parce que n'oublions pas que les augmentations seront imposées. Je vous donne un exemple. Par exemple, on augmente 240 000
pour un inspecteur. Après les retenues, les impôts, il se retrouve avec 100 000 francs. Où est cette augmentation? Ça pose problème. Donc il faudrait quand même que l'État, s'il veut que les enfants retournent dans les classes, qu'ils tiennent un langage de vérité à la population sénégalaise. Parce qu'après tout, nous aussi, nous sommes des parents d'élèves. Pour une meilleure solution de la crise, les parents d'élèves appellent les deux parties à plus de responsabilités. Il faut s'asseoir sur la table et continuer les négociations. Mais pour autant, il faut que les élèves reprennent cours. En tout cas, nous, parents d'élèves. Si les syndicats d'enseignants campent sur leur position avec un nouveau plan d'action, les parents d'élèves restent très inquiets. Ce que nous voulons, c'est très simple. On l'a dit partout. Équité dans le traitement salarial. On ne peut pas comprendre que nos collègues de la hiérarchie A1, au même titre que les autres agents de la fonction publique A1, que les autres agents de la fonction publique A1 aient le double de salaire de ces agents. Donc ça, c'est une correction à faire. Tant que cela n'est pas corrigé, nous ne sommes pas prêts à retourner dans les classes. Le temps presse. Les examens sont tout proches. Le temps passe très vite. Donc nous, parents, nous craignons vraiment une année blanche. En attendant une autre rencontre entre les deux parties, les enseignants ne comptent pas retourner dans les classes. Les élèves devront prendre leur mal en patience. Les habitants de Ndamlo, dans la commune de Diender, dénoncent les nombreux accidents mortels provoqués par des fils électriques HTA. Ces fils électriques haute tension, en effet, surplombent les maisons et créent un danger permanent. Constat dans ce reportage signé Cheranta Diop et Seylatir. Ndamlo, dans la commune de Diender, des fils électriques appelés HTA surplombent les maisons et les habitants de ce village sont en danger permanent. L'insécurité règne dans ce village et les accidents provoqués par ces fils électriques sont nombreux. On est là aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe ici. Nous rencontrons des difficultés avec ces fils de haute tension. Récemment, on a perdu un ami, il s'appelle Abdallo, que Dieu l'accueille dans son paradis. À cause de ces fils, il a perdu la vie. Donc ça, c'est un risque. Comme vous le voyez, les fils traversent devant le village. Récemment, ces fils ont coupé, ce qui peut amener beaucoup de problèmes dans le village. Un enfant qui passait et que ces fils sont coupés devant lui. Essaie de négocier avec la Sénélec, mais depuis lors, on a constaté des lenteurs, ce qui n'est pas normal. Un appel est ainsi lancé à l'endroit des autorités de la Sénélec pour que ces fils électriques soient complètement éliminés. Donc nous voulons que l'État, à travers la Sénélec, vienne nous aider pour que ces fils passent par terre et que les dangers soient éliminés partout dans le village. C'est partout dans les villages, comme Diender et tout, jusqu'à Moro. Babacar Diallo, le chef du réseau de la Sénélec de Thiès, interpellé sur la question, estime qu'une équipe fera une descente sur le terrain et que toutes les dispositions seront prises pour sécuriser les populations de Diender. À Touba, les acteurs de la filière avicole sont en colère. L'association des agriculteurs de Touba dénonce la hausse du prix de l'aliment dépoussant. Cher Baké, le porte-parole de l'association, plutôt, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Pape Balagay. Dont le but est de fustiger les hausses vertigineuses et récurrentes des produits agricoles. En effet, après maintes augmentations ces dernières années, surtout à l'approche des fêtes Magal, Gamou, Ramadan et ce que nous venons de vivre tous ces derniers temps, le Magal de Porokhan, qui va suivre avec le Kazu Rajab qui va venir. On vient de nous imposer encore de nouvelles hausses sur le sac d'aliments et sur le prix des poussins. Cette situation, si on n'y prend pas garde, va indubitablement tuer la filière avicole, en anéantissant le travail des aviculteurs au profit des provendiers. Ces derniers n'ont qu'un seul but, objectif de contrôler le bout
de bout en bout la filière au détriment des braves pères de famille. Nous sollicitons l'État qui est garant et le protecteur des populations face à ces agissements. Et nous comptons sur son total soutien. Cette situation ne fait qu'augmenter le chômage qui est déjà endémique à Touba. Nous comptons sur le soutien du Khalife général des Mourides. Retour à Dakar, plus précisément aux HLM où le liquide précieux se fait rare. Depuis presque un mois, les populations sont confrontées à un manque d'eau et sont obligées de veiller toute la nuit pour remplir leurs bassines et très remontées. Ces populations interpellent les autorités et au-delà même du manque d'eau, elles dénoncent la qualité de l'eau et la cherté des factures. Un reportage signé sur place à Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye. Pathé Diallo est à la recherche du liquide précieux. Il a déjà fait quelques maisons, mais rien. Je ne pas chercher de l'eau parce que vraiment on vit une situation vraiment très difficile. Donc ça fait presque un mois on n'a pas d'eau, donc voilà. Et l'eau ne vient pas aussi chaque jour, donc voilà. Tu es obligé de te lever vers 1h du matin, 2-3 heures pour voir le robinet. Mais rien du tout, quoi, vraiment. Le manque d'eau est depuis quelque temps au menu des échanges. Abdou Aziz nous sert de guide auprès des ménages. HLM vit mal cette situation. L'eau ne coule pas des robinets et vient à des heures tardives. 3h26 la ndox bi yéeg te en plus dafa xonk tur mënoo ko utiliser il faut nga def sa eau de javel. Ça vient rarement. C'est trop difficile d'être. De 1h du matin à 3h, toute la journée, il y a une manque d'eau. Oui, il y a des coupures. On a fait une réclamation au niveau de la CNO, mais sans réponse. Au-delà du manque d'eau, ces ménages s'offusquent de la cherté des factures. Les factures aussi sont excessivement chères. Et la qualité de l'eau aussi, ça reste à désirer vraiment. Souvent ça vient, ça noircit comme ça, non, tu ne comprends même pas. Mais c'est trop cher, oui. Ils prennent peut-être avec la chaleur. Donc vraiment, c'est ça. Comme par exemple, si tu pars au Maroc, à Casablanca, il y a presque 20 millions d'habitants. Voilà. Mais l'eau ne manque pas. Cette dame ne cache pas sa désolation. Les plus petites s'en mêlent, mais n'oublie pas d'exposer leurs doléances. Je vous l'annoncer dans les titres de ce 20h, la journée mondiale du cancer de l'enfant célébrée demain 15 février, occasion pour nous de nous interroger sur cette maladie qui tue de plus en plus de petits. Au centre pédiatrie de l'hôpital Aristide-Le Dantec, chaque année 250 nouveaux cas sont détectés et les spécialistes invitent les parents au respect des mesures de prévention pour lutter contre ce tueur silencieux. Reportage signé Chertiop Diafaraba. Hôpital Aristide-Le Dantec, service pédiatrie. Des enfants malades du cancer sont pris en charge dans cette salle d'hospitalisation. Cette dame vit difficilement la situation de son fils âgé de 5 ans depuis que les médecins lui ont annoncé la nouvelle. C'était le jour le plus difficile de ma vie, plus malheureux aussi. Mais j'ai fini par comprendre que c'est Dieu seul qui peut faire ceci. Si on vous dit que votre fils est malade, même s'il a la fièvre, vous êtes triste. Le cancer chez les enfants, une réalité. Chaque année, près de 250 nouveaux cas sont détectés dans ce service. Nous recevons dans cette unité environ 250 nouveaux cas de cancer par an, pendant que normalement il est attendu entre 800 et 1200 nouveaux cas par année. Donc nous ne recevons que les 25%. Les autres 75% n'arrivent pas sur l'unité parce que malheureusement c'est la seule unité de prise en charge du cancer de l'enfant. Et également il y a un problème de diagnostic qui se pose partout au Sénégal. L'oncologue pédiatre nous liste les types de cancers les plus fréquents chez les tout-petits. Il y a également d'autres cancers au niveau des os, au niveau des muscles, au niveau du foie. Donc tous les organes peuvent être atteints de cancer, c'est ce qu'il faut retenir. Le plus fréquent, c'est la leucémie aiguë, c'est le cancer du sang. La prise en charge fait parfois défaut à cause nettement de la rupture des médicaments. C'est quelquefois difficile d'en avoir. Par exemple, pour la leucémie qui est le cancer le plus fréquent, il y a 2 médicaments qui sont indispensables au traitement et qui ne sont pas disponibles ici au Sénégal. Il y a un comprimé qui s'appelle le Purinetol qui pose beaucoup de problèmes
parce qu'il est très cher. La boîte de 25 comprimés coûte 63 000 dans une officine privée. Il y a une seule officine qui l'amène au Sénégal et qui la vend à 63 000. L'autre, la L-asparaginase, n'est pas également commercialisée par les pharmacies des hôpitaux. Et la boîte pour un jour de traitement coûte 30 000 francs, alors que le malade, au total, doit en recevoir 12. Donc 30 000 fois 12, c'est compliqué. La boîte de 25 comprimés qui coûte 63 000, le malade doit prendre ça tous les jours pendant 2 ans ou même plus. La célébration de la journée mondiale du cancer de l'enfant. Les spécialistes invitent les parents au respect des mesures de prévention pour lutter contre ce tueur silencieux. Cher Diop Diafaraba, merci. Samba Ndiobenka, installé à la tête de la mairie de Dara Djolof, le nouveau maire de Dara donc a promis, lui et son équipe, de booster le développement de la commune. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Mamadou Moustapha Ndiaye. Rendre un vibrant hommage à toute la population de Dara, toute obédience confondue. Je voudrais également, par la même occasion, faire un appel à l'endroit de l'ensemble des conseillers de cette municipalité de Dara Djolof. Leur faire comprendre qu'à partir de ce soir, il n'y a plus d'opposition ou de parti au pouvoir ou de coalition au pouvoir. Nous sommes tous des fils de Dara et nous œuvrons tous pour le développement de la commune de Dara. Et nous voulons participer à rendre notre ville parmi les villes les plus belles du Sénégal. Ceci à travers bien sûr la mise en œuvre de programmes ambitieux pour quand même atténuer cette situation sablonneuse au niveau de notre commune. Mettre en place des routes goudronnées, mettre en place des pavages, mais aussi faire des aménagements appropriés pour le bien-être de nos populations qui le méritent amplement. Nous parlons à présent de la Saint-Valentin, fêtée cette année dans un contexte marqué par une conjoncture économique difficile pour les ménages. Beaucoup de pères de famille, en effet, n'ont pas la tête à la fête. Certains, tout de même, pensent qu'un tout petit geste symbolique peut faire l'affaire. Suivez plutôt ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara. Quand il était au lycée, la Saint-Valentin, c'était une tradition pour lui. J'avais le temps. À l'époque, je me rappelle, j'étais au lycée Lamine Gueye. Nous allions au mini-marché acheter des cadeaux et des fleurs. Les cadeaux sont échangés au retour dans la classe et les plus méritants recevaient le plus grand lot. On leur donne la carte. Aujourd'hui, après plus de 10 années de mariage, le père de famille a d'autres priorités. Mais maintenant, étant devenu des pères de famille, chaque jour c'est Saint-Valentin maintenant. Absolument, chaque jour c'est Saint-Valentin maintenant. Actuellement, nous sommes des responsables de famille. La Saint-Valentin se vit tous les jours. Aujourd'hui, les temps ont changé, la vie est devenue plus dure. Ce jeune, lui, a bien sa manière de fêter le 14 février. J'achète chaque année un cadeau à l'occasion du 14 février, mais je l'offre à ma mère. C'est elle qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Une dame pas comme les autres. Rouge noir À l'époque, nous portions des habits en couleur rouge et noir. Pour le dîner, un buffet pour faire plaisir à la famille. La fête, c'est pour tout le monde. Comme pour dire, l'âge ne compte pas pour célébrer la Saint-Valentin. Tout est question de mentalité. À Saint-Louis, on célèbre également la Saint-Valentin. Les amoureux s'en donnent à cœur joie. Ambroise, lui déçu par ses échecs en amour, n'a pas l'esprit à la fête. Ousseynou Diop, Habib Sek.
Nous sommes dans les rues de Saint-Louis, sur la route qui mène vers le tribunal régional. Nous avons rencontré une jeune fille habillée aux couleurs de la Saint-Valentin. Son nom, Yundunya. Elle vit la fête. C'est juste pour fêter la Saint-Valentin, fête des amoureux. Dans cet autre endroit, plus approprié, les travailleurs s'activent. Ils sont tous amoureux, sauf Ambroise, qui ne veut plus entendre prononcer le mot amour. Vous êtes amoureux, n'est-ce pas? Moi non, je l'étais, mais je ne le suis plus. J'ai arrêté ces histoires d'amour-là. Et pourquoi? Ah non, j'ai été dessus une fois, ça va. Ouais. Ah bon? Ah ouais. Alors comment vous décrivez l'amour? Oh, difficile, compliqué. J'ai effacé ça de mon jargon, je vous assure. Ah ouais, je laisse les autres fêter ça. Contrairement à Ambroise, Ibrahim Ngom, lui, est marié. Et pour la fête de la Saint-Valentin, il compte offrir un cadeau à sa femme. Je ne le prépare comme tout le monde le prépare. Hein. Bon, je prépare pour fêter la fête avec ma femme. À l'exception d'Ambroise, ces personnes rencontrées décrivent l'amour avec des mots doux et sensationnels. L'amour, c'est une chose exceptionnelle. Il y a plusieurs types d'amour. Donc, on peut la fêter de toutes les façons. C'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Ce 14 février marque la fête des amoureux. Une fête célébrée par les Saint-Louisiens de différentes manières. Bonne fête à tous les amoureux. Rareté des poissons et certains produits halieutiques. 22 pays de la côte africaine indexent le changement climatique et la non-protection des aires marines. Ils ont entamé des travaux sur le protocole d'Abidjan. Ils veulent harmoniser leur position avant la COP 24 plutôt. On voit cela dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. À cause du changement climatique et la non-protection des aires marines, les poissons et autres produits halieutiques commencent à être rares. Le constat est fait par des autorités des différents pays. Ces aires marines protégées sont des instruments pour rendre les activités de pêche durables dans le temps et dans l'espace. Parce que ce sont des espaces où les espèces sont protégées, les conditions de leur reproduction sont optimisées. Et ça permet justement aux pêcheurs de trouver du poisson. Si on ne le fait pas, on pêche un peu partout. Ce qui risque d'arriver, c'est la raréfaction de la ressource et par voie de conséquence, l'extinction de certaines activités comme la pêche. 22 pays sont en conclave au Sénégal pour travailler sur le protocole de la Convention d'Abidjan sur les aires marines protégées. Et nous avons présenté à la COP l'architecture de ce que va être ce protocole-là. Et aujourd'hui, avec les travaux du groupe, nous allons voir ensemble quel va être... Peut-être pas le contenu, parce que ça sera fait dans un second temps, mais au moins les grandes lignes du futur protocole additionnel, que ce soit en termes de gouvernance, en termes de suivi-évaluation, en termes programmatiques même. Ce document sera présenté lors de la prochaine COP 2024, un document qui va harmoniser la position des 22 pays qui se trouvent sur la côte de l'Afrique. La page des sports à présent avec cette polémique sur les primes spéciales attribuées à la délégation sénégalaise. Le Diamono de Fatick soutient son président Mame Adam Ndour qui n'en a pas bénéficié. Cette équipe de Ligue 2 compte saisir la FIFA dans ce sens. Une sortie qui n'est pas du goût d'Amadou Kane, 4e vice-président à la Fédération sénégalaise de football. Il dénonce des attaques contre l'institution qu'est la FSF. Je vous propose de l'écouter au micro de Chérif Dia. Fédération à Augustin Senghor ou bien d'attaquer Ablaye Sow ou d'attaquer le ministre des Sports. Contrairement à ce que le communiqué de Diamono a dit, au cours du comité exécutif de la Ligue, la réunion de la Ligue de Fatick qui s'est tenue samedi, Mame Adama a confirmé qu'il avait reçu 20 millions en 2019. Vous savez, Chérif, le problème c'est pas de voir est-ce que Mame Adama a reçu ou il n'a pas reçu. C'est pas ça le problème, n'est-ce pas? Ceux qui ont reçu ont le droit de recevoir. Le problème de prime est encadré par les lois et règles au niveau de ces pays-là. Et il n'y a rien de nouveau. On parle du football. Ce qu'il est pour le football, l'est pour toutes les autres fédérations sénégalaises, l'est pour toutes les autres fédérations qui sont dans le monde. Mame Adama n'a pas eu, cette fois-ci, il avait eu dans le temps, et tous ceux qui ont eu la prime, ils en ont le droit d'en avoir. Je pense qu'il faudrait qu'on continue de savourer la victoire. Ça fait longtemps, Chérif, que le Sénégal a galéré pour avoir ce trophée-là. Nous l'avons eu aujourd'hui. Il ne faudrait pas, à cause d'un intérêt personnel. C'est un intérêt parce qu'aujourd'hui, vous, la presse, tous les Sénégalais savent que le problème de prime est un problème encadré. Ce n'est pas Amadou Kane qui donne, c'est le président de la République. Maintenant, moi, je condamne ce que Diamono et Mame Adam sont en train de faire. Parce qu'ils sont en train d'attaquer notre institution. La fédération, c'est une institution. En s'attaquant à Augustin Senghor, en s'attaquant à Ablaye Sow, ou bien en s'attaquant au ministre des Sports, c'est une attaque
contre notre institution et ça doit arrêter. Puis sur le terrain, la 9e journée de la Ligue 1, le promu Guédiawaye Football Club qui continue son bon début de saison en signant son 5e succès. Génération Foot sur le podium. Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar se neutralisent. Les grands enseignements de cette 9e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec Cheikh Sadibou Diarra. Un faible total de buts. Guédiawaye FC et Génération Foot qui remontent au classement. Les faits saillants de la 9e journée de Ligue 1. Le Casa Sport, leader au classement, se déplaçait à Saly sans son gardien de but Alioune Badara Fati, champion d'Afrique. Il y revient avec un nul blanc face à Djambar, un partage des points qui profite à Guédiawaye FC. Le promu, vainqueur à domicile de Mbour Petite Côte, 1-0 contre le même nombre de points, 17, que le premier, le Casa Sport. L'autre grand gagnant de cette journée est Génération Foot. Les académiciens de Denis Biramdao reviennent de Louga avec une victoire de 2-0 devant l'Azak Ndiambour. Un résultat qui permet à Génération Foot de monter sur le podium alors que les Lougatois demeurent lanterne rouge avec 6 points seulement au compteur. Pendant ce temps, le choc Teungueth FC ASC Jaraaf se solde par un nul, un but partout. Du coup, les deux clubs sont au pied du podium. L'US Gorée se rapproche d'eux en étant une des rares équipes victorieuses de cette journée. Les insulaires battent en effet les Saint-Louisiens de la Linguère sur le score d'1-0. Dakar Sacré-Cœur et AS Pikine ne rentrent pas bredouille de leur déplacement respectivement chez Seneps avec un nul vierge et chez l'H Douane, un but partout. Seuls 3 succès et un total de 8 buts ont été enregistrés à l'issue de la 9e journée de Ligue 1, soit une moyenne d'1 but par match. Dans le championnat d'élite des champions d'Afrique, ils doivent mieux faire. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était là le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Et toutes nos excuses pour la deuxième partie de Soir d'Info qui n'aura pas lieu du fait de l'indisponibilité de l'invité à Maïmouna à Sissoko. Au revoir.